Je lance le générique dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, 1 an de télétravail. C'est pas Martine. C'est pas Martine. Le Lab, tout de suite sur C'est pas Martine. Le Lab sur Choupo-Motive, il est 17h14. Aujourd'hui, on va parler d'actualité, de culture, de sport avec Bora Agirbas, Benjamin Degrève, Lucas Delangles. Comment allez-vous, messieurs ? Ça va très bien et vous, messieurs ? Ça va nickel, merci. Eh ben ça va très bien, merci. Du bon contenu à venir dans le Lab et de la bonne musique aussi. C'est tout de suite avec Away de Throttle.
Vous êtes sur Choupo-Motive et tout de suite, c'est le journal. Madame, monsieur, bonjour. Monsieur, bonsoir. Le journal. Et Lucas Delangles va nous résumer l'actualité tout de suite. Alors la France vient de franchir la barre des 100 000 morts du Covid avec 300 morts dans la journée du 15 avril. Le bilan est de 100 105 victimes. Depuis l'arrivée du virus sur le territoire français en janvier 2019, la pandémie continue de sévir et touche maintenant des personnes plus jeunes. Avec plus de 5 900 malades en réanimation au plus haut depuis le printemps 2020, la troisième vague n'est pas derrière nous, avait prévenu Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. La grande majorité des décès sont survenus depuis fin octobre, conséquence d'une deuxième vague puis d'une nouvelle forte reprise épidémique durant l'hiver portée par le variant anglais plus contagieux. La France rejoint donc la liste des 100 000 morts avec les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Italie, la Grande-Bretagne et la Russie. Emmanuel Macron a tweeté dans la soirée « Nous n'oublierons aucun visage, aucun nom ». Réouverture des commerces, musées, terrasses, mais ce qu'a dit Macron au maire a indiqué que la rouverture du pays se ferait progressivement mi-mai. Pour le cas des écoles, il reste ferme. Ce sera le 26 avril. Les établissements disposeront d'un nombre important de tests salivaires. Cependant, les réouvertures se feront selon l'évolution de la situation sanitaire dans chaque région. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, annonce que certains bars et certains musées pourront rouvrir dès le 15 mai. Après le Covid, direction les États-Unis, une fusillade a éclaté à Indianapolis dans les locaux de FedEx. 8 morts et des dizaines de blessés parmi eux. 4 personnes touchées par balles, dont l'une dans un état critique. D'après Genae Cook, le porte-parole de la police métropolitaine d'Indianapolis, la personne suspectée d'avoir tiré se serait donné la mort. Un peu plus au nord de l'Amérique, au Canada, l'ex-producteur Gilbert Rozon est de nouveau poursuivi pour viol. À 66 ans, l'ancien juré de l'émission d'M6, La France a un incroyable talent, est de nouveau accusé de viol. L'actrice Patricia Tulane assure avoir été agressée en 1994. Aujourd'hui, elle réclame 1,6 million de dollars canadiens, soit 1 million d'euros à Gilbert Rozon. Leur rencontre était lors d'un dîner à la fin de l'humour. À la fin, l'humoriste canadien insiste pour raccompagner à son domicile et l'aurait agressé sexuellement. L'actrice âgée à l'époque de 35 ans s'avoue s'être laissée faire par peur des conséquences autant personnelles que professionnelles. Merci Lucas. Une actualité toujours marquée par le coronavirus qui vient aussi perturber le ramadan qui a commencé récemment. Bora. Oui, tout à fait, Adrien. Mardi dernier, c'était le début du mois du Ramadan. Pour une durée d'1 mois, les musulmans devront, pendant toute la journée, respecter certaines obligations, parmi lesquelles on retrouve l'interdiction de manger, de boire et entre autres d'avoir de rapports sexuels. Ces interdits doivent être respectés de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Outre ces privations, les musulmans profitent de ce mois saint pour se rapprocher encore plus de leur foi et de leurs proches. Mais avec la crise sanitaire et le confinement actuel, difficile de vivre pleinement cette période de rassemblement. Parce qu'avec le couvre-feu et les limitations dans les déplacements, impossible pour les musulmans de pouvoir se réunir. Le cassage du jeûne étant après l'heure du couvre-feu. Pour Malek, employé d'une banque, la situation est particulière, mais il s'adapte. C'est un contexte assez particulier en fait cette année avec le Covid, on essaie de pas trop prendre de risques. Donc étant donné que je travaille, que je vois mes collègues, aujourd'hui je veux pas mettre à risque ma famille. Donc l'idée c'est de le faire séparément alors que évidemment le Ramadan normalement c'est censé être un moment convivial et de partage avec la famille, avec ses proches. Cette année on s'adapte. Un moment convivial que ne peuvent donc pas vivre ces pratiquants et que regrette beaucoup Salma. Cette étudiante du nord de la France a du mal à accepter la situation et l'isolement qu'elle subit. Alors on savait que ce ne serait pas un ramadan comme les autres, mais c'est vrai que personnellement je le vis très mal parce que j'ai beau comprendre et respecter les mesures sanitaires. C'est vrai que vivre seul ce mois de ramadan qui est en principe un moment de partage, de communion et d'échange, c'est vraiment très difficile. Donc j'espère qu'au moins on pourra se retrouver pour célébrer la fin du ramadan comme ça a été possible pour les fêtes de fin d'année. Une fin du ramadan prévue pour le 12 mai prochain avec la célébration de l'Aïd, fête religieuse qui marquera la fin des 30 jours de jeûne. Et on souhaite évidemment un bon ramadan aux musulmans du monde entier. On va parler d'un anniversaire un peu triste maintenant. Et oui, le télétravail généralisé fête ses 1 an. Benjamin est là pour nous en parler. Et oui, les travailleurs sont-ils les oubliés de la crise sanitaire ? Avec près de 15% des salariés travaillant depuis leur domicile, les télétravailleurs se sentent exclus de la société. Dans une enquête commandée par le gouvernement parue ces dernières semaines, on apprend que le télétravail a fortement augmenté au cours de l'année qui vient de s'écouler. Cette enquête fait également le constat que le télétravail 5 jours sur 5 représente un véritable effort pour les salariés qui, pour certains, souffrent d'isolement. À cette enquête s'ajoutent les difficultés d'un manque de lien social entre les différents salariés d'une même entreprise ou d'une même équipe.
Philippe, cadre dans les assurants et manager d'une équipe de 10 personnes. Entre problèmes de connexion et visioconférence toute la journée, la situation n'est pas facile au quotidien. Alors, 1 an de télétravail, même si au début on pouvait trouver ça intéressant, on pouvait se lever un peu plus tard, on n'était pas obligé de s'habiller correctement pour aller au boulot, ne plus faire ces 20 km de trajet. Là, mon trajet actuellement depuis 1 an, c'est 30 mètres de mon lit à mon bureau. Au début, tous les problèmes techniques, c'était pas évident. Je suis manager d'une équipe de 10 personnes et c'est vrai que vous pouvez éventuellement encore se voir 1 jour, voire 2 dans la semaine. Depuis, c'est terminé, 100% télétravail. Là, ça commence à devenir très long. Et comment la France s'en sort avec le télétravail, Benjamin ? Eh bien, malgré la progression, ce n'est pas encore une réussite. Si nous prenons l'exemple de nos voisins allemands, 18% des actifs sont en télétravail, et pour nos amis belges, on compte 30% de télétravailleurs, en deuxième position derrière la Finlande avec 33%. En mars 2020, le gouvernement a souhaité inscrire cette nouvelle manière de travailler dans la loi, en instaurant des jours obligatoires de télétravail pour les entreprises. La loi stipule également l'impossibilité pour les salariés de choisir leur jour de télétravail. Existe-t-il des solutions pour faire face à cet isolement, justement ? Avec un rythme 100% télétravail, Philippe vit mal son isolement. Puis au niveau social, j'ai plus mon équipe, je ne peux plus leur parler, même si la visio ou les rendez-vous téléphoniques, c'est une chose, mais le fait de ne plus voir personne, c'est vraiment handicapant et c'est vraiment très stressant, et vivement que ça s'arrête, parce que là, ça devient de plus en plus pénible psychologiquement. Afin de faire face à un isolement, le Parlement a voté en avril la possibilité de se rendre à des séances de psy gratuites 6 fois dans l'année. Et si les bruits d'imprimantes, de machines à café et d'agrafeuses vous manquent, vous pouvez toujours vous rendre sur le site de l'agence Kids qui vient de lancer son simulateur de bruit d'open space. Je l'ai essayé, c'est vraiment réaliste, mais pas sûr que ça remplace la discussion avec le collègue à la pause café. Bah écoute, j'en doute aussi, mon cher Benjamin. Nos discussions à la machine à café, c'est sacré, j'ai envie de dire. Il est 17h26, c'est l'heure de la revue de presse. Et dans les journaux nationaux aujourd'hui, Le Parisien et Aujourd'hui en France, titre « Agriculteurs en état de choc ». Un reportage de 3 pages sur les victimes des récentes vagues de froid en France. Les agriculteurs ayant perdu nombre de leurs exploitations, se comptant en milliards d'euros. Le Figaro parle du grand test avant la présidentielle et évoque les élections régionales à venir. Elle décrit les ambitions des différents partis lors du prochain scrutin du 20 au 27 juin 2021. On reste sur les élections et Libération titre gauche les galériens de l'Union et fait évidemment allusion au rassemblement de la gauche pour 2022 qui peine à grimper dans les sondages dominés par Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les Échos, commerce, terrasse, musée, le calendrier des réouvertures. Le journal économique fait le point sur les différentes dates de réouverture de ces établissements. Cela fait évidemment suite à la réunion d'hier entre le président et ses ministres, une nouvelle évoquée dans notre journal. Pour finir, La Voix du Nord publie une carte de France très sombre, la raison étant la barre des 100 000 morts du Covid-19 atteintes dans l'Hexagone, dont 5 000 dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà pour la presse nationale aujourd'hui. Vous êtes plus d'1 milliard à nous suivre. C'est évidemment faux. D'ailleurs, on va parler de fake news dans le focus de Bora. Aujourd'hui, dans le focus, on se concentre sur les fake news. Alors, la fake news, qu'est-ce que c'est ? On peut également l'appeler l'infox. La fake news, c'est la fausse nouvelle, tout simplement. Une rumeur fabriquée de manière intentionnelle et bien souvent malveillante pour être largement diffusée. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, le phénomène s'est répandu et peut légitimement susciter l'inquiétude, surtout en politique. Si la rumeur a toujours existé, elle est aujourd'hui massive, plus fulgurante et plus destructive. D'ailleurs, c'est sur les réseaux sociaux où on le retrouve le plus fréquemment les fake news, ce qui peut parfois même tromper nos confrères les journalistes. D'après certaines études, on compte plus de 45 millions de tweets ayant relayé ou commenté une fake news en 2020, alors que le chiffre ne s'élevait qu'à 35 millions en 2019. Et le phénomène est aussi bien plus visible dans la presse, avec en moyenne plus de 100 articles par jour consacrés aux fake news en 2020. Ce qui peut paraître énorme aujourd'hui, à l'heure où les journalistes tentent systématiquement de vérifier leurs informations avant de les partager. Et justement, messieurs, aujourd'hui, on va faire un petit quiz. Le vu ou pas vu ? You are fake news. You are fake news. Vu ou pas vu ? Le principe est simple. Je vous donne une information qui peut être vraie ou fausse, et vous me dites si on l'a déjà vue ou pas. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Alors on commence fort, tenez-vous bien. Est-ce qu'on a vu ou pas vu un député LR dire « Non, je ne veux pas que Marlène Schiappa éduque sexuellement mes enfants et qu'elle oblige la masturbation à l'école ». Non, pas chaud, vu, là. trop gros. Moi, j'ai envie de dire
Ouais, non, pas vu non plus, ça me paraît trop gros comme Ben. Eh bien si, on l'a vu, c'est Julien Aubert, député du Vaucluse, qui l'a déclaré sur Twitter, et en cause, c'est la loi Chiappa qui était visée. La ministre voulait mettre 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité dans les écoles, une initiative abandonnée par la suite. On enchaîne avec un vu ou pas vu. Est-ce qu'on a vu Vladimir Poutine qui se lance sur TikTok ? Alors, moi j'ai envie d'y croire, j'ai envie de le voir sur un torse nu sur un ours. La base. Moi je pense que c'était vrai aussi. Hein. Eh bien, malheureusement, messieurs, l'information est fausse. Non. L'information a bien circulé sur les réseaux sociaux, mais c'est en fait un deepfake. Cette technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle qui est à l'origine de cette fake news. On enchaîne avec la cocaïne. La cocaïne tuerait le coronavirus. Est-ce que c'est vu ou pas vu sur les réseaux sociaux ? C'est vu et c'est vrai, non ? C'est totalement vrai. Ouais, c'est chaud, hein. Eh bien oui, c'est vu, mais c'est pas vrai. La nouvelle s'est répandue très rapidement sur les réseaux sociaux et le ministère de la Solidarité et de la Santé a même dû démentir l'information sur son compte Twitter en rappelant que la cocaïne est bien sûr une drogue et reste très très dangereuse pour la santé. Dans le même ton, on reste sur le coronavirus. Est-ce qu'on a vu ou pas vu que pour se protéger du coronavirus, tenez-vous bien, il faut boire de la javel. Non, c'est pas vu, c'est pas bah, vu. Non, c'est pas Javel égale mort pour moi. Donc. Ouais, moi, je pense. non. Moi, c'est pas vu. Non, c'est pas vrai. Eh bien, encore une fois, on l'a bien vu, mais c'est faux. Hein, il ne faut surtout pas faire ça. Mais c'est même l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui l'a déclaré lors d'une conférence de presse que c'était la solution pour éradiquer le virus. Eh bien, heureusement qu'il n'est plus là, celui-là. Hein. On enchaîne avec un vu ou pas vu. Est-ce qu'on a vu Xavier Dupont de Ligonnès qui a été retrouvé ? Il aurait totalement changé de look et il serait devenu directeur d'une école de journalisme dans le nord de la France. Vu. C'est vu, c'est sûr. S'appellerait-il Guy Joao ? Non, messieurs, cette information a tout simplement été inventée par la rédaction, donc celle-là, on ne l'a pas vue. On enchaîne en Pologne et c'est la dernière et celle-là, tenez-vous bien, elle est magique. Est-ce qu'on a vu ou pas vu des habitants de la ville de Cracovie en Pologne appeler la police parce qu'ils ont vu un croissant coincé dans un arbre ? C'était une information du Gorafi, non ? Eh bien, messieurs. Mais ouais, mais non, mais c'est. Ils ont vu un croissant, ils ont paniqué. Eh bien, monsieur, l'information est folle, mais bien réelle. Des habitants ont appelé la police ainsi que la SPA, pensant que c'était un animal étrange coincé dans un arbre. Certains habitants ont même pu ouvrir leurs fenêtres pendant des heures de peur de voir le dit animal les attaquer. Incroyable. La prochaine fois, on va leur envoyer un petit pain au chocolat, ça va leur faire tout drôle. Merci beaucoup, Bora. En tout cas, chers auditeurs, méfiez-vous des fake news. Il est 17h32 sur Choupo-Motive. On s'écoute Mère de Attic, suivi de la chronique rap de Lucas. Y'a rien qui nous sépare, à part la mer et quelques kilomètres. T'inquiète pas, j'arrive bientôt, Angela. Car quand t'es loin de moi, c'est plus la même. Toi et moi, on sait ce qu'il faut. Quand je suis dans tes bras, c'est le festival. Je viendrai te rejoindre en surprise. Marre de ces je t'aime en suspens. Elle voudrait tout goûter à ma life. Oh. T'es la seule que je présente à ma daronne. Là, je vais prendre un billet maintenant. Et demain, je serai dans tes bras jusqu'à l'infini. Je traverserai la mer pour retrouver ton regard. 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 T'es la pièce manquante du puzzle. Je vais faire mes bagages, quitter la maison. Je vais retrouver le sourire sur le chemin. Le premier jour de notre vie c'est demain. Appelle ton père et dis-lui que je suis le bon. Je vais traverser la mer à la vitesse du son. J'ai pas envie d'être blindé si c'est sans toi. Je vais quitter le rinté, tous mes semblables. Les autres veulent mais je peux pas leur donner l'air. Et quand je monte mes tout fiac toi pour me donner de l'air. Je veux plus m'imaginer dans tes bras. Je veux le voir, je veux le vivre. T'es la meilleure sans débat. Je traverserai la mer pour retrouver ton regard. Je traverserai la mer pour retrouver ton regard. Je traverserai la mer pour retrouver ton regard. Je traverserai
traversé la mer pour retrouver ton regard. J'ai traversé la mer pour retrouver ton regard. J'ai traversé la mer pour retrouver ton regard. Mère, un des derniers singles d'Attic disponible sur le nouvel album Vague à l'âme sorti le 12 mars. Et tout de suite, on va parler de rap. Le rap, la musique la plus écoutée chez les jeunes de 18 à 25 ans. Un genre musical qui se veut d'ambiance sincère, mélancolique et surtout qui mélange les thèmes amour, sexe et drogue. Mais attention, il faut pas tout confondre non plus. Le rap n'est pas une musique de voyous. Il y a des rappeurs comme Giorgio, Attic, 47 Terre qui aujourd'hui chantent plus qu'ils ne rappent. Mais avant ces rappeurs, qui représentait le rap français, Lucas ? Adrien, le rap est apparu en France dans les années 1990 avec des groupes mythiques comme IAM et NTM notamment. Après, c'est très très rapide comme résumé, mais le rap a une histoire si importante qu'on pourrait vraiment en parler des heures. Aujourd'hui, on se dit que le rap a peiné à faire sa place dans le cœur des Français, et pourtant, chaque génération a ses références. Pour nous, aujourd'hui, les jeunes de 22-23 ans, on a grandi avec Section d'Assaut, Booba, La Fouine et Soprano, et d'ailleurs, en parlant de Soprano, on le fait... Je ne nous considère pas encore comme des vieux, mais le rap a déjà bien changé aujourd'hui. Ce n'est plus du tout la même époque. Il y a de la drill, il y a de la trap. On ne connaissait pas tout ça avant. Et après ce petit moment d'histoire, place à l'interview et sur Choupo-Motive, on le fait... Qui de mieux que le beatmaker Alexandre Pernaut alias Icel pour nous expliquer à quoi correspond réellement la drill, la trap et surtout le rôle d'un beatmaker. Le rôle d'un beatmaker, c'est de proposer ses compositions à un artiste, souvent dans l'optique de collaborer avec lui, que ce soit uniquement la rythmique ou la mélodie ou même une instrumentale complète. La trap et la drill, c'est des genres musicaux dans le rap, souvent inspirés de plein endroits, Atlanta, Londres, New York, etc. Et c'est des genres qui se ressemblent beaucoup mais qui se différencient en fait par leur rythmique. Dans le rap, c'est vrai qu'il y a cette notion d'identification. Les jeunes veulent et aiment se reconnaître dans des musiques et on écoute tout de suite Thibaut, passionné de rap. Orelsan, donc qui a marqué toute mon adolescence, même peut-être début adolescence jusqu'à maintenant, avec des titres comme La Terre est ronde. Donc... Et après avoir fait le tour du monde, tout ce que je veux, c'est être à la maison, disait Orelsan. Et justement, Thibaut, quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu recherches dans la musique ? Ce que je recherche le plus dans le rap, c'est tout d'abord de me reconnaître en fait dans les paroles ou dans les projets d'un artiste. Et toi alors, Benjamin, dans quel projet, dans quelle musique ou artiste aimes-tu te reconnaître ? J'ai beaucoup aimé le dernier album de SCH par exemple, ou l'album Ultra de Booba. C'est vraiment deux projets très bons de ce début d'année. Ouais. Merci Lucas, merci messieurs. On reste dans la culture et on passe du rap à la littérature. Moi aussi, je sais faire des rimes. Je sais rapper, c'est faux. Chronique un peu spéciale aujourd'hui, Benjamin ? Oui, chronique un peu spéciale puisque cette semaine, on dépoussière les vieux bouquins planqués au fond du placard pour parler d'un des classiques de la littérature française. Oh, et j'adore entendre ce son. Si je te parle de Marseille, de son port, des mouettes, des cigales, mais surtout de Marius, Fanny et César, tu me dis... Marcel Pagnol ? Et oui, en grand sentimental que je suis, j'avais envie de raconter cette merveilleuse histoire qui a bouleversé mon adolescence. Tous ceux qui me connaissent sont au courant de mon amour inconditionnel pour l'œuvre de Marcel Pagnol, mais pour cette trilogie tout particulièrement. Qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire au juste ? L'écrivain français aime à nous faire voyager dans des histoires pleines de sentiments et de rebondissements grâce à sa plume aux diverses couleurs. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Marius, un jeune homme de 20 ans, a deux amours dans la vie, l'océan et Fanny. Fanny a le même âge, c'est une fille très jolie, très appréciée, mais qui doit se marier très vite avec Marius. César est le père de Marius, et en plus d'être un père aimant, il tient un bistrot qu'il lèguera à son fils plus tard, et ça c'est cool. Sauf que, patatras, un beau jour, l'appel du grand large est trop important pour Marius, qui décide de partir sans donner de nouvelles. Fanny, désarçonnée, doit faire un choix, César se sent trahi et commence à déprimer. Mais pourquoi avoir choisi cette trilogie plutôt qu'une autre ? Oh, mais parce que cette trilogie est tout simplement sublime. Entre romance, trahison et jalousie, tout y est.
La plume de Marcel Pagnol nous fait voyager dans le cœur de chacun des personnages à travers ses ouvrages éponymes. Cette œuvre, c'est un coup de cœur, une écriture, une ambiance, une histoire dont vous vous souviendrez encore des années et que vous donnerez à lire à vos enfants. Mais c'est aussi en somme une histoire toute banale, vous allez me dire, mais qui déchaîne les passions d'un amour impossible, d'un dilemme cornélien que même Corneille n'aurait pas imaginé. C'est également l'histoire d'une jeunesse qui fuit, d'un père meurtri et humilié, d'une jeune fille amoureuse mais dont la raison aura pris le dessus sur la passion. Enfin, c'est un triptyque digne des plus belles peintures flamandes. Pour les moins littéraires, en 2013, cette trilogie retrouva le grand écran sous la patte de Daniel Auteuil. Il incarna lui-même le rôle de César, une Fanny bouleversante jouée par Victoire Bélésé et un Marius au charme fou interprété par Raphaël Personnage, et c'est tout aussi beau. Marius, Fanny et César, trilogie disponible dans toutes les librairies ouvertes. Il est 17h40, c'est l'édito de Bora Girbas. Voilà maintenant un an que tout a commencé. Que la pandémie et que le coronavirus ont basculé toutes les vies et singulièrement le monde de la culture, ses artistes, ses professionnels et même ses publics. Voilà un an que pour des raisons sanitaires, la vie culturelle est classée non essentielle au pays de Molière, des Frères Lumière et de Blanche Gardin. Une année durant laquelle s'asseoir dans un fauteuil d'une salle de cinéma avec ses pop-corn tout chauds est devenu un doux et lointain rêve. Musées, cinéma, théâtre, salles de concert, tous ont baissé leurs rideaux. C'est en les voyant fermés, les uns après les autres, que les Français ont compris qu'il se passait quelque chose de pas normal, quelque chose d'exceptionnel et d'un peu effrayant. Il y a peu, le shopping était une activité essentielle pour notre gouvernement, contrairement au musée. On pouvait y aller comme on le voulait. Car avant les cafés, les restaurants, les écoles et les magasins, les lieux de culture ont été les premiers à fermer, et ils seront sûrement les derniers à rouvrir. Comme si on ne les considérait plus, comme si la culture n'avait plus d'importance, comme si le monde pouvait s'en passer. Et quid de demain ? Car malgré les aides financières accordées aux intermittents, cette gestion de la crise aura des conséquences à long terme. N'y avait-il pas d'alternative au tout ou rien ? Pourquoi ne pas rouvrir les portes de la culture ? On laissait les enfants s'agglutiner dans une salle de cours, mais on ne peut pas les laisser assister à une pièce de théâtre ou se rendre dans un musée. C'est le choix qu'a décidé d'adopter notre beau paysage politique. Il faut savoir quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas seulement pour les artistes que ce choix politique est dramatique, c'est pour nous tous, individuellement et collectivement. Pour notre liberté de penser, notre liberté d'exister, pour notre avenir, pour notre intelligence et pour notre culture. À l'heure où notre cher président réfléchit à comment redonner un peu de liberté, il faudra lui dire « Monsieur le Président, nous avons plus que jamais besoin de sortir de nous-mêmes, de nous confronter à d'autres représentations du monde et d'autres vies que les nôtres pour nous offrir, de temps en temps, un supplément d'âme. Alors à défaut de changer la vie, le gouvernement pourrait peut-être chercher à la rendre un peu plus intéressante. » Des mots qui donnent envie de changer les choses. Un peu de musique maintenant, Jerk It Out de Scissors. Vous êtes dans le lab sur Choupo-Motive. Let's go! Wind me up, put me down, stop me up and watch me go. I'll be running circles around you sooner than you know. It's alright.
Que de souvenirs cette musique. Et on revient tout de suite sur l'actualité. Nouveau journal, tout de suite présenté par Bora Agirbas. Les enfants. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonsoir. Le journal. Les infos de ce vendredi 16 avril, déconfinement progressif. Il n'y a pas de changement de prévu dans le calendrier du déconfinement qu'avait annoncé Emmanuel Macron il y a quelques semaines. C'est le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui l'a déclaré ce matin. Les restrictions renforcées pour le mois d'avril prendront bien fin le 3 mai. Il s'agira de lever l'interdiction de circuler dans un rayon de 10 km autour du domicile et des déplacements interrégionaux. Le retour des élèves à l'école est confirmé pour le 26 avril prochain pour la réouverture des commerces non essentiels, de certaines terrasses et des lieux de culture. Elle est maintenue pour la mi-mai. La levée de ces mesures sera jugée en fonction de l'évolution de l'épidémie. Retour sur l'affaire Mia. Cette petite fille de 8 ans a été enlevée dans la journée de mercredi alors qu'elle se trouvait chez sa grand-mère dans les Vosges. La mère de la fillette est la première suspecte de cet enlèvement. Le procureur d'Épinal a fait le point ce matin sur la situation. Il a annoncé que la mère aurait commandité les hommes à l'origine du rapt. Trois hommes ont été interpellés dans la nuit de mercredi à jeudi. Par la section de recherche de Nancy. Pendant leur garde à vue, les suspects ont indiqué aux enquêteurs qu'ils se revendiquaient comme des résistants à la barbarie de ce système. Ils estiment également avoir sauvé la vie de la fillette. Pour l'heure, la mère et sa fille restent introuvables. La piste du départ à l'étranger n'est pas exclue par les autorités. L'Europe à présent, l'Union européenne pourrait ne pas renouveler son contrat en 2022 pour le vaccin AstraZeneca. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la ministre française de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. En cause, les critiques et les interrogations autour du vaccin suédo-britannique en raison de cas de thrombose mortelle. La ministre a toutefois rappelé que la déclaration n'était pas encore tranchée et que des discussions étaient en cours. En revanche, les vaccins Pfizer et Moderna gardent la confiance de l'Union européenne pour la suite de la campagne de vaccination. À l'international maintenant, une fusillade a fait au moins 8 morts et plusieurs blessés tard dans la nuit ce jeudi à Indianapolis, dans le centre des États-Unis. Toutes les victimes ont été retrouvées dans un centre du groupe de transport de colis FedEx près de l'aéroport international de la ville. Une porte-parole de la police a indiqué que le tireur présumé se serait donné la mort, précisant que les policiers étaient intervenus vers 23h, heure locale. Et enfin, en sport, on connaît les affiches du dernier carré des compétitions européennes. Si le Paris Saint-Germain va affronter Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, son voisin mancunien de United défiera l'AS Roma dans le dernier carré de la Ligue Europa. Dans les autres demi, le Real de Madrid affrontera les Blues de Chelsea en Ligue des Champions et les Gunners d'Arsenal défieront Villarreal en Ligue Europa. Et une information qui est tombée tout à l'heure, près de 100% des résidents d'EHPAD et 2 soignants sur 3 ont reçu leur dose de vaccin. C'est ce qu'a annoncé Olivier Véran. Par ailleurs, 80% des soignants âgés de 55 ans et plus ont déjà bénéficié d'une dose du vaccin. Merci beaucoup Bora, on reste dans l'actualité sportive. Troisième partie d'émission, c'est la chronique sport de Lucas Delangle. Choupo-Moting, Eric Maxime Choupo-Moting. Et ben cette année, il faudra bien plus qu'un 3-5-2 pour Paris afin de battre Manchester City, n'est-ce pas Adrien ? Inoubliable ce match. Laurent Blanc qui nous sort cette composition de nulle part en 2016. Inoubliable franchement. Tout à fait, c'était la dernière confrontation en quart de finale de Ligue des Champions le 12 avril 2016. Les Anglais s'étaient imposés sur la plus petite démarche d'une victoire 1-0 qui qualifie l'équipe entraînée à l'époque par Manuel Pellegrini. Paris en Ligue 1, Manchester City en Première Ligue. Où en sont les deux clubs actuellement ? Eh bien écoute Adrien, Paris n'est pas assuré d'être champion de France, comme Manchester City n'est pas assuré d'être champion d'Angleterre. Cependant, les Citizens sont premiers avec 9 points d'avance sur United, tandis que le Paris Saint-Germain est à 3 points derrière le LOSC. Le club parisien est face à un énorme dilemme. Joué sur les deux tableaux, à 6 journées de la fin du championnat, les joueurs de Pochettino doivent à tout prix renverser la tendance pour remporter son 4e titre de Ligue 1 consécutif. Lucas, je te sens un petit peu déçu. Je sens que tu voulais que Dortmund gagne pour voir un petit duel Mbappé-Haaland, non ? Oui, c'est vrai, j'attendais cette confrontation, mais malheureusement, elle n'aura pas lieu. Par contre, l'international français sera opposé à son ancien coéquipier à l'AS Monaco, Bernardo Silva. Si les retrouvailles promettent d'être chaleureuses, les deux hommes ne se feront aucun cadeau et auront comme seul objectif une place en finale de la plus prestigieuse des compétitions. Et évidemment, il n'y a pas que Paris et Manchester City. De l'autre côté, il y a le Real Madrid et Chelsea. Tu peux m'en dire un peu plus ? En effet, oui. L'autre place en finale se joue entre Chelsea et le Real Madrid, le club de la capitale espagnole habitué à cette compétition qu'il a déjà remporté 11 fois.
Et à quand remonte la dernière victoire des Blues en Ligue des Champions? Eh bien, le dernier titre de Chelsea en Coupe d'Europe, c'était en 2012 et contre le Bayern de Munich. À l'époque, il y avait notamment Didier Drogba. Je suis sûr que tu as une anecdote à me raconter là-dessus. Oh, tu me connais bien, tu sais que j'adore les anecdotes, alors je vais t'en raconter une. Nous sommes en 2012, ça fait déjà 8 ans que Chelsea essayait de remporter la Ligue des Champions, mais vraiment sans succès. Et un jour, Drogba, il arrive dans le vestiaire et il regarde Juan Mata. À l'époque, Mata, il avait 23 ans et il lui dit « S'il te plaît, maestro, aide-moi à gagner la Ligue des Champions ». Et Mata se dit que Drogba était devenu vraiment fou, sauf que 3 mois plus tard, à Munich, dans le stade du Bayern, Chelsea soulève la Ligue des Champions grâce à un corner de Mata et un but de Drogba à la 88e. Et ensuite, on enchaîne sur un débat. Messieurs, vos pronostics, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette demi-finale ? C'est l'heure du duel. Moi je vois bien le PSG se qualifier face à Manchester City et faire une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Je sais pas ce que t'en penses, Bora. Moi je suis plus City. Je pense que les hommes de Pochettino n'ont pas les armes pour faire face à l'armada de Pep Guardiola. Donc je pense que ça va être compliqué sur une confrontation aller-retour. Et donc l'un contre l'autre. Paris pour toi, Ben, et Bora, Manchester City, c'est ça? Ouais, moi je suis plus pour City là. Je sais pas pourquoi, je le sens pas trop. Ça a été un peu compliqué contre le Bayern, mais faut pas oublier que le Paris a eu beaucoup de difficultés à passer contre le Bayern malgré tout. Et la fébrilité aussi de Paris en championnat. Oui, mais c'est surtout l'année pour gagner pour Pep Guardiola. Ça fait plusieurs années que la Ligue des Champions est le véritable objectif. Là, il faudrait la gagner cette saison. Oui, mais cependant, messieurs, vous oubliez quelques données statistiques vraiment importantes. La première, c'est que Navas n'a jamais perdu un match en phase finale de Ligue des Champions, donc en match aller-retour, premièrement. Et ensuite, Pep Guardiola a énormément de mal contre les clubs français. On peut se souvenir déjà de Monaco avec Mbappé, de Lyon lors du Final 8. Ce diable de Maxwell Cornet. Tout à fait, ce diable de Maxwell. C'est vrai que moi j'ai omis le facteur Navas. C'est sûr que depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup plus de régularité dans cette équipe et il ne faut pas oublier qu'il lui n'a jamais été battu lors des confrontations aller-retour. Avec un Navas à ce niveau-là, c'est difficile de croire que Manchester City l'emportera, c'est sûr. Mais il y a d'autres hommes forts aussi au Paris Saint-Germain. On peut compter aussi sur Neymar et Mbappé, des joueurs qui ont coûté cher, certes, au Paris Saint-Germain, mais dont on attend beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez, Bora et Benjamin, Lucas, tu peux répondre aussi, des prestations, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, des deux joueurs? Le match contre le Bayern Munich, l'aller et le retour d'Mbappé est assez impressionnant. Il nous met un doublé sur un match absolument incroyable du Paris Saint-Germain. Non, avec un Mbappé à ce niveau-là et Neymar qui fait un super retour d'ailleurs et qui touche 2 fois les montants, c'est sûr que ça va être très compliqué pour la défense de City qui est parfois fébrile. C'est vrai que c'est une donnée qui est vraiment très importante, mais maintenant je voulais parler aussi un petit peu de l'autre demi-finale justement, où on a aussi des statistiques qui sont vraiment impressionnantes. Par exemple, Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du PSG qui est aujourd'hui à Chelsea, compte seulement une défaite en Première Ligue depuis son arrivée contre West Bromwich et une défaite contre Porto en Ligue des Champions. Adrien, est-ce que tu la sens cette petite finale Paris-Chelsea et Tuchel qui sacrifie le Paris Saint-Germain? Moi j'ai envie de dire que l'histoire serait belle, quoi. La petite revanche de Thomas Tuchel, on l'attend tous, mais le Real revient en forme en deuxième partie de saison. Zidane a réussi à remobiliser ses troupes. Donc je pense que ça va être compliqué, mais l'histoire serait splendide, littéralement. Ah, messieurs, je pense que vous oubliez un facteur que Adrien a souligné, c'est Zidane. Le mec ne perd jamais en Ligue des Champions, même quand l'équipe va mal, ils sont toujours là. Et en Ligue des Champions, c'est la valeur pour moi la plus sûre. Et je vois mal Tuchel et son équipe un peu bancale venir faire peur à cet ogre qu'est le Real Madrid. Je suis pas réellement d'accord avec le fait que Chelsea soit une équipe bancale. Il y a peut-être des difficultés. Le Chelsea de Thomas Tuchel, depuis 3 mois, fait du très bon travail. On parle beaucoup du Bayern de Paris, mais ça a l'air très intéressant quand même, cette confrontation. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Il est temps de se dire au revoir, tout comme l'ont fait les artistes qui vont suivre en février dernier. Un remerciement particulier à mes acolytes du jour. Merci messieurs. Merci On revient très vite. Merci également à Pascal Toth et au Campus Éductif pour cette opportunité. Et merci à mes parents de m'avoir fait aussi humble. Les Daft Punk tout de suite. Restez à l'écoute sur Choupo Motive.